Hello everyone and welcome back to EUpeople. Today we have Jean-Eric Paquet with us, the Science Supremo of the European Commission. Together we will see if Europe is staying ahead in the innovation race. Jean-Eric is also a jack of all trades. You'll find his fingerprint on many EU initiatives. Then we'll try to confront Jean-Eric with his own creation, now a little brainy robot. So whether you're bats about biotechnology or nuts for nuclear physics, strap in, the show is for you. I am delighted to welcome Jean-Eric Paquet, the Chief of the Research and Innovation Department at the European Commission. Together with his team, Jean-Eric helps researchers push the boundaries of knowledge. Watch out, the man heads a 77 billion euro research program. What does he do with all this money? Let's find out with our guest. Good morning, Jean-Eric. Bonjour, Romain. Good morning. So, technically, are you a billionaire? Well, that's a nice way of putting it. I don't think I've ever looked at it like that. It's the biggest research program in the world, 77 billion euros, that's Horizon 2020. And in fact, we are even more ambitious for the next program. Horizon Europe will be 100 billion euros if we are followed by finance ministers and the European Parliament. So yes, it's a very, very big program, one which allows Europe to invest into technologies, into new science, new knowledge, into the future, really. And in fact, the billionaires, for me, are not Commission officials. It's really the scientists and the citizens which benefit from this quite amazing program. I found some amazing pictures of you in your daily work, and we're going to see some. It seems it's quite fun to lead research in Europe. Can you tell us a bit more about your daily life? Well, my day starts on my bike, in fact. I bike into the office in the morning, which gives me, I think, a good sense of how much more we need to do in the urban context. There's quite a pollution, also the way our cities are organized. We do a lot of research on that. And then I spend my day, I'm extraordinarily privileged because on the one hand, I meet only very remarkably intelligent and creative and smart people. I meet a lot of scientists. So I learn absolutely every day. And that is, I think, quite a privileged position to work and learn. And then I, of course, also do quite a lot of more institutional work. And right now, a lot of my daily work is about negotiating the future program, the one I mentioned, Horizon Europe, 100 billion euros. So I'm traveling across Europe to meet ministers and administrations, and also those which will do the program with us to prepare the ground. Can we look at concrete examples funded by the Horizon 2020? So I've read in your brochure that the EU helped to discover 7 planets. Yes. Is it true? Yes, it's true, very true. It was last year, and that's again, I mentioned the European Research Council, this flagship European institution, this Nobel Prize factory. It was funded by the ERC. The ERC is a very important grant which allows research teams in all areas, this was astrophysics, to carry out their research. It's a researcher from Liège, so here from Belgium, which I find also very nice. He used a telescope, which is partly European, called TRAPPIST, and this project was called Speculoos, which I think is also quite attractive. And he indeed discovered 7 exoplanets, which are these planets outside the solar system. These are not the first ones discovered, but any new discovery adds, of course, knowledge and maybe the perspective for life beyond the solar system. I've read also that the EU funded research on the DNA of a plant, and it saved a 7-year-old boy. Yeah. He was. Most of his skin was disappearing, and this was again an example of a particularly rare disease, genetic disease, and here we crossed disciplinary knowledge and disciplinary science. And indeed, the research project allowed to provide a solution, and this kid is recovering, which is absolutely amazing. Also, is it true that the EU is helping to find a sustainable alternative to
plastics. We need to provide alternatives to it, and indeed we have funded. I mean, I can show you here. This, for example, is a small pot for cosmetics, which used to be often in plastic. This one has exactly the same qualities, the same properties, but it degrades in nature in a few weeks' time, which is really very remarkable. This is a company in a member state which was indeed funded under one of our instruments. The concept, the innovation was there, but what they didn't have is the capacity to scale it up, to make it a real industrial possibility. And they are there now. Now, of course, they need to become a commercial success. That's not up to us, that's up to the company. But this is really very remarkable. Here's another, it's not completely plastic, but that's another nice example of the circular economy. This is a coffee cup. I mean, we are still in the morning, so I will have a sip of it. And this cup is made of coffee. Itself, the cup itself is coffee, compressed coffee residues. Waste, Exactly, coffee residues from espresso machines. It is compressed into this very nice-looking small cup. So the tabs that you have in your coffee machine that you throw away are recycled to build. Can be recycled. This. Jean-Eric, vous êtes un véritable touche-à-tout. Avant de vous occuper de la recherche, vous étiez au secrétariat général de la Commission. Et vous êtes notamment à l'origine du Corps européen de solidarité. À l'origine, c'est le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui a annoncé la création d'un corps européen de solidarité lors de son discours sur l'état de l'Union en 2016. Et l'idée, c'est effectivement de créer un programme européen qui permette aux jeunes Européens, jusqu'à l'âge de 30 ans, de se rendre disponibles pour des actions de solidarité dans les États membres de l'Union européenne. Ce n'est pas une idée qui est entièrement neuve. Les volontaires européens existent déjà depuis une vingtaine d'années. Mais l'idée du président, c'était vraiment d'essayer de couvrir davantage de domaines, tous les États membres, des gens peut-être un peu plus âgés, et de vraiment leur permettre de démontrer leur souci et leur souhait de solidarité. L'idée, c'est de proposer d'ici à 2020 à 100 000 jeunes Européens de passer quelques mois jusqu'à une année dans un État membre, souvent dans un autre État membre, pour effectivement aider dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine peut-être environnemental, écologique. Il y a énormément de demandes des jeunes Européens. Vous l'auriez fait vous-même? Moi, j'ai proposé à mes fils de s'inscrire. Je pense qu'ils se sont inscrits. Je ne crois pas qu'ils aient été sélectionnés, mais oui, mes fils se sont inscrits aussi. Est-ce que moi, je l'aurais fait jeune? À mon avis, oui. L'Europe génère beaucoup de questions, comme vous le savez, et on a rassemblé quelques questions qu'on a pu trouver en ligne. Il y a des inquiétudes, il y a des espoirs, et je voulais vous faire réagir. Oui. La première, c'est sur le socle européen des droits sociaux. Donc Bruno, il a un peu ce commentaire acerbe. Qu'apporte le socle européen des droits sociaux? Réponse courte, rien. Alors j'ai une réponse un peu plus longue. Ce socle européen des droits sociaux, c'est d'abord de montrer aux Européens que l'Europe, ce n'est pas que le marché intérieur, l'Europe, ce n'est pas que l'économie libérale, parfois très critiquée dans le discours public dans beaucoup d'États membres. Pour le président de la Commission, pour les institutions européennes, la dimension sociale et les questions liées à l'emploi en particulier sont au cœur aussi du projet européen et au cœur des valeurs portées par l'Europe. Pour être un peu plus concret, je vais vous donner deux dispositions qui ont été agréées par toutes les institutions. La première, c'est une disposition qui institue un salaire minimum en Europe. Ça paraît ultra naturel dans un État membre comme la France ou en Belgique, par exemple, où les salaires minimums existent depuis très longtemps. Ce n'est pas le cas pour tous les États membres. Donc là, c'est un point de référence où dans beaucoup d'États membres se pose maintenant la question d'un salaire minimum. Mais de manière, je pense, plus importante aussi en termes de politique d'avenir, il y a la question il y a le principe qui est posé dans ce socle d'un revenu minimal universel qui doivent permettre à tous les citoyens européens de vivre dans la dignité. Donc ça, c'est évidemment un principe extrêmement ambitieux qui n'est pas encore opérationnel, qui est testé actuellement. Il y a des expérimentations en Belgique, en Finlande et dans d'autres États membres où effectivement on teste le fonctionnement d'un tel revenu minimal. J'ai un autre commentaire de Rico. Il partage un de ses rêves sur Twitter et je vais vous le lire. Je pense que ça va vous plaire. Pourrait-on imaginer une ligne de train qui relierait les Pays-Bas à l'Espagne, la France à la Hongrie, en passant par le nord de l'Italie,
la Grèce à la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne et l'Estonie, un train dont le nom serait l'Union européenne. Ah, ça, c'est un joli rêve, ça, qui est en partie réalité. Hein. C'est presque un réseau hein, que votre lecteur là, nous présente. Et il existe en partie. Hein. Il y a ce réseau européen de transport, hein, ce réseau européen de mobilité qui existe aujourd'hui, hein, en tout cas dans les politiques européennes, qui a été mis en place en 2013. Et qui est à la fois de l'infrastructure, parce qu'effectivement des trains ils doivent circuler sur des rails, hein, et souvent la difficulté c'est de connecter les réseaux nationaux. Donc c'est ça la politique européenne, c'est de construire ces infrastructures qui connectent les réseaux nationaux, des grands tunnels par exemple comme le Brenner ou le Lyon-Turin en France. Mais ensuite c'est aussi d'avoir des trains qui circulent sur ces rails. Et c'est, je pense là le vrai enjeu, c'est d'avoir des opérateurs ferroviaires qui proposent ces services. Et la création d'une Europe du rail, c'est aussi de permettre ça. Il y a évidemment déjà des services qui existent. Il y a un peu cette image de l'Orient Express ou de ces grands trains de nuit qui sont dans l'imaginaire collectif européen, qui sont un peu, je pense, derrière cette question. Et ça, c'est évidemment d'abord les opérateurs qui doivent nous le proposer. Hein. Ce n'est pas la Commission qui va mettre en place des services ferroviaires, mais c'est vrai que c'est un rêve que je partagerai très, très volontiers. Et qui est un peu porté aussi par le Parlement européen et la Commission, hein, puisque le Parlement européen a proposé de mettre en place cet interrail, hein, ce pass ferroviaire, hein, Discover EU, de proposer à tout Européen qui atteint l'âge de la majorité d'avoir pendant quelques mois ce pass ferroviaire, Discover EU, lui permettant de voyager en Europe. Je ne sais pas quel âge vous avez, Romain. Vous êtes peut-être un peu âgé, non, trop vieux pour le pass aujourd'hui et peut-être trop jeune pour avoir fait de l'interrail dans votre jeunesse, mais c'est vrai que ma génération, on a tous eu un pass interrail, bon, qu'on achetait, hein, mais on a tous travaillé, on a tous traversé l'Europe. Et vous échangez les monnaies. C'était extraordinaire. Moi, je suis descendu en Grèce de Strasbourg quand j'avais 15 ou 16 ans. On passait par Vienne. Quand on arrivait à la frontière avec la Slovénie, puis la Croatie, et ensuite Belgrade, c'était une aventure extraordinaire. Et à l'époque, on voyageait en Yougoslavie sans visa. Hein. C'était vraiment tout à fait remarquable. Jean-Eric, ich schlage vor, dass wir jetzt auf Deutsch wechseln, sodass haben wir alle Arbeitssprachen der Europäischen Union gesprochen. Ich will es gern versuchen. Sie kommen aus Straßburg, oder? Meine Eltern haben sich in Paris getroffen, Anfang der 60er Jahre. Aber das hat eine ältere Familiengeschichte. Meine Mutter hat einen Großvater, der hat einen Militärdienst in Straßburg gemacht, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war Straßburg deutsch und war sehr frankophil. Auf der Seite meines Vaters ist die Großmutter auch selber Deutsche, dann Französin geworden. Also beide Familien hatten schon ein bisschen etwas Deutsches, etwas Französisches. Und meine Eltern haben sich dann in Paris Anfang der 60er Jahre getroffen, was natürlich total romantisch ist. Und dann kamen 3 Kinder dazu. Und ich habe als Kind dann auch ein paar Jahre in Darmstadt gelebt, in Deutschland. Deshalb spreche ich auch noch ein bisschen Deutsch. Und wir wurden dann in Straßburg groß. Sie sind eine echte Kind des Élysée-Vertrags. Ja, also der Élysée-Vertrag ist 62 und meine Eltern haben dann auch geheiratet und meine Schwester ist 64 geboren, ich dann ein bisschen später, ja. So manchmal haben die anderen Europäer ein bisschen Schwierigkeiten nun zu verstehen, was diese besondere deutsch-französische Freundschaft ist. Ja. Ist es wichtig für Ihnen? Also ich meine, Deutschland und Frankreich natürlich mit anderen Mitgliedstaaten sind ganz am Anfang da und das europäische Projekt ist natürlich auch ein Projekt, das vom Zweiten Weltkrieg kommt. Ja? Und deshalb ist das für mich in dieser Familiengeschichte natürlich was ganz Direktes, ganz Normales, dass ich jetzt auch hier in Brüssel mit Europapolitik tätig bin. Aber Deutsch-Französisch, das ist natürlich auch eine wichtige Dimension, bestimmt auch noch heute. Und dass ich auf Deutsch arbeiten kann mit Deutschen und Deutschen und Franzosen vielleicht auch helfen kann, zusammenzuarbeiten, das ist auch ein bisschen ein Teil meiner Arbeit, das ist ganz klar. Meine Erfahrung ist, dass wenn Frankreich und Deutschland was zusammentragen, aber das dann auch mit der Kommission und ab und zu vielleicht auch andere Mitgliedstaaten von Anfang an zusammenbauen, hat das dann viel, viel mehr Impact. Eine schwierige Frage zum Schluss. Wen unterstützen Sie im Fußball? Ist es Les Bleus oder die Mannschaft?
Also ich meine, jetzt in 2018 war es ganz bestimmt Les Bleus. Wir haben ein paar Bilder, das wir jetzt zeigen. Das sind zwei meiner Söhne. Das war ein ganz tolles Jahr. Heute muss ich sagen, habe ich Glück. In jedem Turnier habe ich meistens 2 Teams. Also irgendwann, Man kann nur wählen. ich kann fast nur gewinnen. Wir haben noch ein anderes Bild, das ist Ihnen mit Sebastian Kurz. Oh ja, das ist ein tolles Bild. Wieso? Ich war noch ganz schön fit damals. Das war vor jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren. Das war ein Balkangipfel von Österreich organisiert. Und da gab es ein Spiel zwischen EU und Future EU. Sebastian Kurz war damals, glaube ich, Außenminister. Und ich war damals Direktor für Balkan in der Kommission und ich spielte mit den Balkankollegen. Und das war so ein Freundschaftsspiel. Das war im Rapid-Wien-Stadion. Das war super professionell. Der Schiedsrichter war Johannes Hahn, der Kommissar. Und Future EU hat 4-2 gewonnen. Jean-Eric, vielen Dank, dass Sie mit uns heute waren und dass Sie alle diese Fragen beantwortet haben. Vielen Dank für Zuschauen. Sie können noch kommentieren, nochmal anschauen, zu Ihren Freunden teilen. Und wir haben noch ein kleines Spiel, das wir mit Nao spielen werden. Das ist für ein Bonusvideo, das Sie hier anschauen können. Und wir sehen uns bald für eine neue Episode von EUpeople.